Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre réélection de dimanche. Un petit peu plus de 59% des électeurs de votre circonscription vous ont fait confiance. Dans quel état d'esprit vous commencez ce nouveau mandat? Peut-être des mots quand même, saluer la performance de mon concurrent, M. Issa Issa Abdou, qui a fait tout aussi une campagne méritée. Remercier et saluer mon équipe de campagne, au premier rang desquels le président Benissa, qui s'était bien engagé dans cette bataille, dans un souci de cohérence entre, on va dire, le Parlement et le Conseil départemental, pour que nous puissions porter les sujets majeurs qui intéressent ce département en grande souffrance, économique, sociale, sécuritaire. Remercier, donc quand je parle du président Benissa, bien sûr il y a tous les élus, à travers lui tous les élus, je ne vais pas tous les citer, le comité de soutien avec la codirection, Amdil et Marius, les maires, y compris ceux qui n'étaient pas forcément au départ sur la ligne de départ avec moi et qui nous ont rejoints au second tour et qui ont fait un travail formidable. Saluer les sections, le président de la FEDE, Mohamed Bakar, maire de Tsingoni. Bref, j'ai peur d'en oublier, mais ils me le pardonneront. Les présidents de section, les anonymes nombreux qui se sont mobilisés. Jamais je n'ai vu dans une campagne autant de mobilisation, autant d'effervescence, autant d'engagement, autant de détermination. Vraiment, cette victoire, elle est d'abord la leur. Ils l'ont voulu, ils l'ont obtenue, et c'est ce qui montre que là où il y a de l'engagement, de la détermination, souvent le résultat est au bout. Et pour moi, c'est une très grande fierté parce qu'ils ont voulu absolument marquer que je devais être, je dirais, le père de ce département pour les années à venir et montrer le chemin, un peu le guide. Et je crois que c'est un statut qui m'oblige d'essayer, dans la mesure du possible, de rassembler tout le monde sur l'ensemble du territoire de Mayotte, de façon à ce que nous continuons la trajectoire qui nous a été dessinée par ceux qui nous sont précédés. Alors, vous repartez pour 5 ans dans un contexte politique, donc vous siégerez chez les LR. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est même pas une question. Voilà. Vous commencez ce second mandat consécutif dans une configuration politique différente, puisque dans le précédent, le président de la République avait la majorité présidentielle. Là, ce n'est pas le cas. Avec votre expérience, comment ça va se passer à l'Assemblée nationale et comment vous imaginez faire en sorte de tirer les profits de cette situation pour Mayotte? Alors, tirer les profits, c'est peut-être pas le bon terme, parce que ça a une connotation un peu péjorative, si je puis dire, péjorative. Mais comment faire pour exister au milieu de ce brouhaha politique? D'abord, partir de l'expérience. Nous avons eu une législature qui vient de s'achever, où il y avait une majorité imposante, écrasante, méprisante à l'égard des autres. Vraiment l'opposition, déjà les élus de la majorité étaient insignifiants, ils servaient quasiment à rien, et en tout cas ils étaient considérés comme tels. Et l'opposition, on n'en finit pas, et il y avait des situations mais vraiment qui étaient à la limite de l'injure. Quand vous déposez un amendement que le gouvernement fait rejeter par sa majorité, puis quelques heures après ou quelques jours après, derrière, il le fait porter par un élu de sa majorité pour simplement dire que c'était le leur. Bon, tout ça, c'est pas très démocratique ni très républicain. Je pense que ça, à mon avis, c'est fini. Ça ne se reproduira pas au cours de cette législature. La deuxième chose, c'est effectivement de considérer, à partir du moment où il y a une majorité, mais qui n'est pas écrasante, qui n'est pas étouffante, parce que nous avons besoin en République d'une majorité, d'une opposition, une majorité qui décide et une opposition qui rend compte à l'opinion publique des décisions prises par cette majorité. D'abord, c'est une bonne chose, mais surtout, ça permet à l'élu que je suis, aussi bien de la majorité que de l'opposition, d'exister, de pouvoir porter vraiment les desiderata des populations. C'est comme ça que moi je conçois. Et donc un élu aujourd'hui, un député,
aujourd'hui a dans son bras une force capable de se faire entendre. Et moi, donc, c'est dans ce credo, moi je dis qu'il va sans doute s'adapter. La majorité devra composer, accepter qu'ils n'ont pas la science infuse, mais que les connaissances, la science, l'intérêt supérieur de la nation est porté sur tous les bancs, tous les bancs de l'Assemblée, et par conséquent de composer sur les sujets, avoir des projets, des majorités autour des projets, pas une majorité autour des groupes, mais des majorités autour des projets. Tel projet, est-ce qu'il y a une majorité, pas majorité, et qu'on avance. Et donc, c'est finalement pas une si mauvaise chose pour Mayotte, parce que ça permet de peut-être, en échange de son suffrage ou du suffrage de son groupe politique, de pouvoir mieux positionner les spécificités mahoraises dans les textes. Enfin, je ne sais pas s'il faut le concevoir comme ça, mais une chose est certaine, c'est que on sera mieux entendu. On sera mieux entendu. Parfois, quand un certain nombre de députés du groupe majoritaire n'est pas là ou ne sont pas là, les autres groupes peuvent faire la majorité dans une décision. Oui. Par exemple, un amendement, on me l'a beaucoup reproché pendant la campagne en disant vous avez déposé, je ne sais pas, un certain nombre d'amendements, il n'y en a que 3 ou 4 qui ont été adoptés, peut-être que ça aussi ça changera. Bien sûr. Puisque, voilà. Et puis même, le gouvernement lui-même, comme je le dis, sera dans une bonne composition, parce que sur les sujets, il faudra qu'on discute mieux. Alors, le premier texte qui devrait être présenté, alors on ne sait pas encore si Elisabeth Borne va rester Premier ministre, je pense que la décision sera prise dans les prochaines heures. Le premier texte, en théorie, tel que ça avait été annoncé, qui sera présenté aux nouveaux députés, c'est la loi sur le pouvoir d'achat. Effectivement, dans ce qu'on a entendu dire, des propositions qui pourraient se trouver dans ce texte, il y a un certain nombre de dispositions qui vont échapper à Mayotte, puisqu'on ne bénéficie pas déjà du minimum pour pouvoir avoir ces avantages. Je prends l'exemple des retraites. La proposition serait d'indexer les retraites sur l'inflation, sauf que nous, on n'a pas le minimum retraite et on a un calcul à part, puisqu'on n'a pas le code qui s'applique chez nous. Il faudra se battre. Ce ne sera pas simple, ce n'est pas un truc un claquement de doigts, mais il faudra se battre pour qu'on ait le minimum retraite. Donc ça, c'est votre prochain combat en réalité. Oui, bien sûr, mais le prochain combat, je pense, pour les parlementaires mahorais, en tout cas pour les députés fraîchement élus, ce sera déjà de se battre sur la question de l'égalité sociale. Et donc par contre-coup, du pouvoir d'achat. Parce que quelqu'un qui touche 300 € de retraite, si vous vous battez qu'il en obtienne 600 ou 1000, puis si on veut fixer le minimum retraite à quelque chose comme 1000 €, c'est du pouvoir d'achat que vous donnez. Un vrai changement. Oui, bien sûr, par nature, par essence, la fixation du minimum retraite pour ce retraité mahorais, c'est un pouvoir d'achat. Donc les questions sociales. Ensuite, il est question du respect de la parole donnée aux Mahorais. Vous savez, moi, je suis très attaché à la parole de la France. La France telle qu'on nous l'enseigne avec une parole. La France de Gaulle, c'était une France qui avait une parole. Quand la France donne sa parole, que ce soit en interne qu'à l'international, elle faisait en sorte de respecter cette parole. Le président de la République est venu ici, il nous a dit un certain nombre de choses. Oui. Il nous a dit, nous allons faire la piste longue. Il faut que cette piste sorte des terres. Il nous a dit, nous allons améliorer les retraites parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas la faute des Mahorais. S'il n'y a pas eu de cotisation, l'État doit assumer ses responsabilités. Voilà 2 ans, l'État n'a pas assumé ses responsabilités. Il faudra peut-être qu'on rappelle au président réélu sa promesse faite aux Mahorais, ses engagements pris. Ensuite, il nous a dit, nous allons, toujours dans la perspective du pouvoir d'achat, nous allons administrer le prix du billet d'avion. Ça aussi, ce n'est pas fait, c'est dans son discours. Je le relis tous les jours, comme un peu la Bible ou le Coran. Voilà, il faudra que peut-être à travers cette loi, nous obtenions effectivement que cet engagement se traduise par un texte. Est-ce que vous avez déjà nous avons également la question du deuxième hôpital.
Oui. Nous avons la question de la cité judiciaire. Nous avons la question de la deuxième prison. Sur tous ces sujets-là, sur toutes ces promesses-là, nous avions eu également la question de la trajectoire de l'égalité sociale. Alors, le président de la République nous la promet pour 2031. 2031, c'est loin. Lui-même, il n'accepterait pas qu'on lui dise qu'il aurait sa retraite, s'il devait partir à la retraite maintenant, seulement en 2031, il n'aurait pas accepté. Donc on ne peut pas infliger aux Mahorais ce que soi-même on ne peut pas accepter. Par conséquent, il faudra qu'on se batte. Moi, je crois qu'en 5 ans, on peut faire cette trajectoire, non pas en appliquant des taux tels qu'on les applique des pourcentages, mais en appliquant plutôt les volumes. En gros, moi, la solution que je suggère, c'est de dire combien aujourd'hui l'État verse, par exemple, au titre du RSA. On est à 50%, l'État verse 40 millions de RSA. On se dit que l'État va doubler ses dotations sur 5 ans. Donc, avec une augmentation sur 5 ans, ça vous fait 8 millions de plus par an. Donc, tous les ans, il rajouterait 8 millions à la dotation actuelle pour rattraper. Et donc, en 5 ans, on peut le faire. C'est valable pour le RSA, c'est valable pour les autres. Voilà. Donc, moi, dans ma tête, les choses sont claires. Il faudra les écrire, les donner au gouvernement et engager le débat. Ça marchera pas, mais au moins, les Mahorais sauront que nous ne trahirons pas leurs intérêts, nous continuerons à les défendre jusqu'au bout. Est-ce que vous avez tout en restant toujours debout. Oui. Est-ce que vous avez déjà pu commencer depuis dimanche à échanger avec Estelle Youssouffa sur une manière conjointe de porter la voix de Mayotte et les dossiers de Mayotte, puisque la convergence sociale, elle en parle aussi, elle a d'autres sujets, mais c'est des préoccupations qui sont aussi dans sa feuille de route? Oui, enfin de manière informelle. On s'est croisés hier dans une chaîne concurrente et nous avons évoqué la perspective de la loi de programme avec la proposition de loi de programmation et d'égalité sociale que j'ai présentée. Donc elle m'a dit qu'elle regardait, éventuellement elle me fera des observations et sur la base de cet ensemble, nous demanderons au Conseil général de prendre position, éventuellement aux municipalités également, aux intercos, de façon à avoir une voix cohérente, unanime de l'ensemble de la classe politique, des institutions locales que nous porterons au gouvernement en disant voilà ce que nous voulons en termes de loi de Mayotte. Il est bien évident que le projet qui a été initié par M. Le Cornu, c'est un projet qui est mort-né. Nous ne pourrons pas partir de cette base pour construire. Il faut que nous partions de la base de ce que nous avons fait, puisque c'est la synthèse à la fois des travaux qui étaient menés par le préfet Colombet et des collectifs, des anonymes, des élus, ainsi de suite. Donc c'est sur cette base-là que nous irons voir le gouvernement et à ce moment-là, je crois que nous saurons si il est en position d'écouter sérieusement les Mahorais ou pas. Moi, je crois qu'on est dans une espèce de fracture très inquiétante entre, disons, le gouvernement et les Outre-mer et ses Outre-mer. Les élections présidentielles ont montré cette fracture. Les élections législatives l'ont confirmé et amplifié, puisqu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de représentants au Parlement de la République en marche pour les Outre-mer. Et ça c'est inquiétant. Donc il faut que probablement le pouvoir central accepte de regarder la réalité en face et de considérer qu'effectivement il est venu le temps que dans les Outre-mer, que l'État accepte que les Outre-mer ont des choses à dire, ils ont aussi l'intelligence comme les autres et qu'ils ne viennent pas quémander, mais ils viennent exiger, à l'instar des Parisiens, des Marseillais, des Bordelais et des Lillois et des autres, d'une manière générale, qu'ils sont simplement français et que la République ne rime qu'avec égalité. Merci Mansour Kamardine d'être venu ce matin pour nous parler et nous expliquer comment vous allez vous y prendre dans les prochains mois pour défendre nos dossiers. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.